Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Une personne a été tuée, plusieurs autres blessés dans des violences xénophobes visant la communauté nigérienne en Côte d'Ivoire. Ces violences ont éclaté dans plusieurs quartiers d'Abidjan après la diffusion d'une fake news. La junte au pouvoir au Tchad a salué vendredi la décision de l'Union africaine de ne pas sanctionner les nouvelles autorités au pouvoir depuis la mort d'Idriss Déby Itno. L'Union africaine avait appelé à une transition démocratique de 18 mois. Les habitants de Gaza expriment leur soulagement après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu qui a mis fin à 11 jours d'un conflit sanglant entre l'armée israélienne et le mouvement islamiste palestinien Hamas, le 4e depuis 2008. C'est les grands titres à développer au cours de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. Le chef de l'armée nigériane, le lieutenant-général Ibrahim Taïrou, est mort dans le crash d'un avion militaire vendredi en fin d'après-midi à l'aéroport de Kaduna dans le nord du Nigeria. C'est ce qu'a confirmé à l'AFP le porte-parole de l'armée nigériane, le général Edouard Gakwet. Reportage. Le militaire, âgé de 54 ans, avait été nommé à la tête de l'armée le 26 janvier dernier par le président Muhammadu Buhari sous le feu des critiques après des mois de grave détérioration de la situation sécuritaire dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Le crash de l'avion de l'armée de l'air s'est produit en début de soirée autour de l'aéroport international de Kaduna. Les causes de l'accident ne sont pas connues dans l'immédiat, a indiqué l'armée de l'air dans un communiqué. Interrogé au téléphone par l'AFP au sujet des décès du chef de l'armée dans le crash de cet avion, le porte-parole de l'armée de l'air a répondu « Oui, c'est vrai, un communiqué est en train d'être rédigé ». La mort du chef de l'armée nigériane intervient 2 jours après que le chef du groupe djihadiste Boko Haram, Aboubakar Shekau, a été grièvement blessé dans le nord-est du pays à la suite d'un affrontement avec des combattants du groupe djihadiste rival. L'armée nigériane combat une insurrection djihadiste dans le nord-est du pays depuis 2009, un conflit qui a fait plus de 40 000 morts et a forcé à la fuite plus d'1 million de personnes. La junte au pouvoir au Tchad a salué vendredi la décision de l'Union africaine de ne pas sanctionner les nouvelles autorités au pouvoir depuis la mort d'Idriss Déby Itno. L'Union africaine avait appelé à une transition démocratique qui ne dépassera pas 18 mois. L'Union africaine a exigé dans ses conclusions rendues publiques jeudi que les autorités militaires achèvent en 18 mois un processus de transition démocratique débouchant sur des élections libres, justes et crédibles. Un conseil militaire de transition de 15 généraux, présidé par l'un des fils d'Idriss Déby, Mahamat Idriss Déby notamment, lui-même général à 37 ans, a pris le pouvoir le 20 avril en annonçant la mort du chef de l'État, tué au front contre des rebelles. Nous nous réjouissons de la décision de l'Union africaine qui a décidé d'accompagner le Tchad et qui a également reconnu la spécificité du problème tchadien, a déclaré à l'AFP Abdaram Koulamala, le porte-parole du gouvernement. Il y aura un forum inclusif qui se mettra en place et qui se penchera sur les questions des élections, de la réconciliation nationale et partant de la paix d'une manière générale, a-t-il poursuivi. Wakid Tama, une plateforme composée d'associations de la société civile et de partis politiques de l'opposition qui appelle à manifester contre la junte au pouvoir et dénonce un coup d'État institutionnel, a critiqué la décision de l'Union africaine. On jette à la poubelle les conclusions de l'Union africaine qui consistent à ne pas condamner la prise de pouvoir par la force des armes, a indiqué à l'AFP le coordinateur de Wakid Tama. Le Conseil militaire de transition a dissous le gouvernement et le Parlement et abrogé la Constitution tout en promettant des élections libres et démocratiques au terme d'une transition de 18 mois renouvelable une fois. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine insiste sur le respect de ce délai
en affirmant catégoriquement qu'aucune forme d'extension de la période de transition prolongeant la restauration de l'ordre constitutionnel ne saurait être acceptable pour l'Union africaine. Une personne a été tuée et plusieurs autres blessées dans une violence xénophobe visant la communauté nigérienne en Côte d'Ivoire. Ces violences ont éclaté dans plusieurs quartiers d'Abidjan après la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux, une fake news selon les autorités ivoiriennes. Une vidéo diffusée mercredi faisant croire à l'agression d'Ivoiriens par des Nigériens a provoqué des violences dans les communes populaires d'Abobo et Yopougon, ainsi qu'à Anyama, Angré et Adjamé. Il s'agissait en réalité d'une vidéo qui date de 2019, montrant des hommes du groupe djihadiste nigérien Boko Haram interpellés brutalement par l'armée nigériane, a indiqué jeudi soir le gouvernement ivoirien. Le bilan provisoire de ces violences fait état d'un mort et plusieurs blessés graves, ainsi que des commerces pillés et incendiés, a déclaré le procureur d'Abidjan, Richard Adou, dans un communiqué jeudi soir. Une vingtaine de personnes ont été interpellées et des enquêtes sont en cours pour retrouver les auteurs des violences et celles à l'origine de la diffusion de la fausse vidéo, a précisé le procureur. Promettant d'être intransigeant avec tous les fauteurs de troubles qui mettent à mal la cohésion sociale, le ministre ivoirien de la Sécurité, Vagondo Diomandé, a lancé un appel au calme dans une intervention à la télévision publique. Nous sommes dans un pays qui accueille tout le monde, notamment nos frères de la sous-région. Il faut que ces agissements cessent, a-t-il déclaré. Le Niger voisin de la Côte d'Ivoire a réagi avec modération, saluant la réaction prompte des autorités ivoiriennes. Le ministre nigérien des Affaires étrangères, Assoumi Massoudou, a déploré des événements malheureux en Côte d'Ivoire et exprimé sa compassion vis-à-vis des compatriotes victimes de malentendus. Notre ambassadeur à Abidjan a saisi les autorités ivoiriennes qui ont réagi promptement, a-t-il souligné. En Libye, les élections générales prévues pour le mois de décembre, le 24 pour être plus précis, pourraient ne pas se tenir. Les désaccords se multiplient à l'approche de la date fatidique. Ils se concentrent autour de la Constitution et du test de loi qui va juste gérer ces élections générales. Certaines voix réclament un référendum sur la Constitution alors que le temps presse. Le processus politique libyen entre dans une phase difficile. Les élections de décembre 2021 semblent de plus en plus compromises. Une conférence de Berlin II sera organisée le 23 juin pour remettre le dossier libyen sur les rails. Elle sera précédée par 2 réunions importantes prévues à Tunis et au Maroc la semaine prochaine. À Tunis, la capitale, il va falloir s'entendre pour adopter un texte constitutionnel final qui sera proposé par la suite au vote des 2 chambres du Parlement. Quant à la réunion du Maroc, elle sera consacrée au dossier des institutions souveraines censées être réunifiées. Les divergences s'aggravent sur la désignation des directeurs de ces institutions. Le directeur de la Haute Commission électorale met en garde contre un changement à sa tête durant cette période sensible qui précède le scrutin, ce qui pourrait en impacter l'organisation. D'autres difficultés entravent le travail de cette commission, notamment le déblocage des fonds. En effet, pour l'heure, le Parlement n'a toujours pas voté le budget BIBA, considéré comme le plus élevé dans l'histoire du pays, près de 94 milliards de dinars, soit l'équivalent de 180 millions d'euros. En Somalie, plusieurs gouverneurs sont arrivés à Mogadiscio pour une nouvelle série de négociations pour finaliser l'organisation des prochaines élections présidentielles et législatives. Ils espèrent que le prochain scrutin permettra de mettre fin à plusieurs semaines de tensions qui ont culminé le 25 avril dernier dans des affrontements entre forces gouvernementales et combattants pro-opposition. Le Premier ministre somalien Mohamed Hussein Roble a convié dimanche les dirigeants des 5 États semi-autonomes du pays à une réunion qui a démarré le 20 mai pour finaliser l'organisation des prochaines élections présidentielles et législatives. Le président Mohamed Abdullahi Mohamed dit Farmajo a chargé samedi Roble d'organiser des élections dans les meilleurs délais. Une tentative de mettre fin à plusieurs semaines de tensions entre forces gouvernementales et combattants pro-opposition. 3 personnes ont été tuées dans ces échanges de tirs.
Ces tensions ont été causées par l'annonce le 12 avril de la prolongation pour 2 ans du mandat présidentiel qui avait expiré le 8 février. Le gouvernement et les 5 États semi-autonomes du pays avaient conclu le 17 septembre un accord prévoyant l'organisation d'élections avant la fin du mandat de Farmajo selon un système indirect où des délégués spéciaux choisis par de multiples chefs de clan élisent des parlementaires qui votent ensuite pour le président. Ce processus n'avait pas abouti. Le gouvernement fédéral et les dirigeants des États de Puntland et de Jubaland ne parvenaient pas à s'entendre sur l'organisation du scrutin. La seule chose importante est de s'efforcer de surmonter la mauvaise situation actuelle, d'obtenir la paix, la stabilité et la tranquillité. Nous devrions tous travailler au développement de notre pays. Malgré l'annonce de la reprise de négociations entre gouvernement et opposition, certains quartiers de la capitale Mogadiscio demeurent sous le contrôle de combattants armés loyaux à l'opposition. Le représentant de l'Union européenne en Somalie, Nicolas Berlanga, a affirmé au début de la semaine que démilitariser Mogadiscio est désormais la priorité. Des habitants de Gaza ont exprimé leur soulagement après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu qui a mis fin à 11 jours d'un conflit sanglant entre l'armée israélienne et le mouvement islamiste palestinien Hamas, le 4e depuis 2008. Les armes se sont tuées à Gaza et en Israël quelques heures après l'entrée en vigueur vendredi d'un cessez-le-feu qui a mis fin à 11 jours d'un conflit sanglant entre l'armée israélienne et le mouvement islamiste palestinien Hamas, le 4e depuis 2008. Mais preuve d'une situation toujours très volatile, de nouveaux affrontements ont éclaté entre fidèles palestiniens et policiers israéliens sur l'esplanade des mosquées, 3e lieu saint de l'islam à Jérusalem-Est, secteur palestinien occupé par Israël. La trêve est entrée en vigueur à 2h heure locale à la suite d'efforts intenses des États-Unis et de l'Égypte principalement. À l'annonce du cessez-le-feu, de milliers de Palestiniens ont célébré dans la nuit à Gaza, de même qu'en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est. Profitant de l'arrêt des bombardements, les habitants sont sortis inspecter les dégâts à Gaza où de nombreuses habitations ont été dévastées et des tours aplaties par les frappes israéliennes. Pendant 11 jours, personne ne pouvait sortir. Tout le monde restait chez soi, regardait les informations et ne pouvait aller nulle part. Aujourd'hui ressemble à un jour férié. Les gens sortent de chez eux comme s'il y avait des célébrations. Ils sortent et vont rendre visite à leur famille et à leurs proches. Le président américain Joe Biden a estimé peu avant son entrée en vigueur que le cessez-le-feu était une vraie opportunité d'avancer vers la paix et exprimer sa sincère reconnaissance à l'Égypte qui a conclu de précédents accords de trêve avec les deux protagonistes. 2 délégations égyptiennes doivent être envoyées en Israël et dans les territoires palestiniens pour surveiller le respect du cessez-le-feu selon des sources diplomatiques égyptiennes. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne journée en compagnie du programme de SICA. À très bientôt.